Alors, l'intitulé, c'est une nouvelle vague d'investisseurs directs à l'étranger, les firmes multinationales des pays émergents. Voilà. Alors, pour introduire brièvement mon propos, les multinationales aujourd'hui les plus dynamiques dans le monde ne sont pas celles que l'on croit, ce sont celles des pays émergents, donc les BRICS. Tout le monde connaît les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, mais je vais vous dire qu'il y a 13 autres pays qui sont encore plus dynamiques du point de vue de l'investissement direct à l'étranger, qui sont des pays émergents. Alors, je vais le faire, donc mon exposé à deux parties. Il y a une première partie sur les BRICS, que je considère comme pas trop original. J'ai d'ailleurs publié, je ne suis pas le seul, sur les multinationales originaires du Brésil, de Russie, de Chine et d'Inde. Je rappellerai les principaux résultats de mes recherches là-dessus. Et puis après, je vous parlerai d'un échantillon de 13 autres pays émergents que j'ai baptisé, pour ma première publication là-dessus est en anglais, donc c'est New Wave Emerging Countries, NWICS en anglais, qui présentent des caractéristiques similaires aux multinationales des BRICS. Voilà. Mais ce sont des petits BRICS. Mais les petits BRICS font des grandes maisons aussi. Voilà. Alors, donc je vous dirai comment j'ai défini l'échantillon, et puis je ferai une première analyse de ces multinationales-là, dans un cadre théorique, bon, on n'est pas à l'université, donc je ne vais pas trop développer, qui s'appelle le modèle Investment Development Path, qui est dû à John Dunning, et dont la substance est la suivante. À mesure qu'un pays se développe, selon ses stades de développement, il investit plus ou moins à l'étranger. Et donc le moment où il commence à investir beaucoup à l'étranger, c'est la troisième phase de son développement, quand il devient justement un emerging country, un pays émergent. Alors ça, c'est le cadre théorique sur lequel je ne reviendrai pas. Donc la première partie, l'investissement direct sortant et les multinationales des BRICS. Donc là, j'ai plusieurs publications, vous pourrez trouver tout ça. Le texte, il y a un texte entier qui est à votre disposition. Bruno Borin m'a dit qu'il le mettrait à disposition. Donc j'ai fait plusieurs publications utilisant une méthode identique appliquée aux multinationales et aux investissements étrangers du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine. Comme ça existe, je vais juste résumer les principaux résultats. L'investissement direct sortant, c'est-à-dire les multinationales indiennes, ont commencé à investir en 1962. C'est un phénomène ancien, mais qui a été inobservé. Les multinationales brésiliennes ont commencé à investir à l'étranger dans les années 70, les chinoises en 79 et les russes à partir de 94. Il y a eu un âge d'or de la croissance des investissements de ces firmes des BRICS à l'étranger, qu'on peut dater de la période 2000-2005. Voilà. Alors, je ne vais pas commander tout le tableau, vous pourrez le regarder tranquillement après. Donc, de 2000 à 2005, ils ont eu des taux de croissance très très forts de leur investissement à l'étranger, puisqu'en 8 ans, le montant du stock d'investissement à l'étranger du Brésil a été multiplié par 2,5, celui de la Chine par 3,5, celui de la Russie par 13, alors là il y a une erreur, c'est pas la Chine une deuxième fois, c'est l'Inde multiplié par 16. Voilà. Les caractéristiques de ces multinationales, alors là aussi je ne vais pas commenter ce tableau, mais vous pourrez le regarder tranquillement. Le rapport entre le stock d'investissement direct étranger sortant au PIB est assez élevé dans ces pays. En 2011, les chiffres que vous avez là en 2011, il est de à peu près 20% en Russie. Donc les Russes investissent à l'étranger un montant qui est égal à 20% du PIB. Le plus faible pourcentage, c'est la Chine, 5%, les deux autres pays sont entre les deux. Et puis j'ai aussi calculé le ratio du stock d'investissement direct sortant au stock d'investissement direct entrant. Eh bien, pour la Russie, ce chiffre est de 80%. C'est-à-dire les multinationales russes investissent presque autant à l'étranger que la Russie n'est investie par des firmes occidentales. Alors, en Chine, le ratio est un peu plus faible. Bon, le plus faible, c'est au Brésil, 30%. Voilà. Alors, simplement, cette croissance des investissements directs à l'étranger a subi la crise. La fameuse crise dite des subprimes a affecté l'investissement direct sortant.
en provoquant une assez forte instabilité. Alors le pays où il y a la plus forte instabilité de l'investissement sortant, c'est la Russie, suivi du Brésil. Bon, en Inde, la crise s'est traduite seulement par un ralentissement de l'investissement direct sortant. Et la Chine, il ne s'est rien passé. Il y a une résilience totale. Les firmes multinationales chinoises vont très bien. Elles sont hors la crise. Voilà. Elles sont complètement hors la crise. Il n'y a aucun problème. Juste pour finir, en 2012, la Chine était le 12e investisseur mondial en termes d'investissement direct étranger. La Russie, 15e, le Brésil, 18e, l'Inde, 23e. Alors il y a des annexes dans mon texte que je n'ai pas le temps de reprendre qui décrivent en gros les 50 plus grandes multinationales de ces pays. Donc vous pourrez vous reporter, alors dans certains cas, il n'y a que les 20 plus grandes, etc. Donc vous pourrez voir quelles sont les plus grandes, nommément quels sont les noms, etc., de ces multinationales des BRICS. Et aussi, il y a des tableaux en annexe qui montrent qu'elles ont une tendance à croître à l'étranger par des fusions et des acquisitions transnationales. En anglais, ça se dit transborder mergers and acquisitions. Voilà. Elles privilégient ce mode. C'est-à-dire, elles font le pire de ce que font les multinationales du Nord. Elles absorbent les firmes à l'étranger. Alors, leur stratégie, la principale stratégie qu'elles ont, c'est de faire des investissements à l'étranger, qu'en anglais on appelle market seeking, c'est en vue de conquérir des marchés. La deuxième stratégie privilégiée en numéro 2, c'est une stratégie dite resource seeking, c'est-à-dire on investit à l'étranger pour se garantir l'approvisionnement de son pays d'origine en matières premières, etc. Mais dans le cas, ça c'est vrai pour les 4 BRICS, mais dans le cas de la Russie et le Brésil, on fait aussi de l'investissement resource seeking en vue de vendre des matières premières. La Russie, principalement, le Brésil aussi, sont des pays riches en ressources naturelles. Et puis, il y a une troisième stratégie qu'elles adoptent assez fréquemment, qui est asset seeking en anglais, c'est-à-dire l'acquisition d'actifs à l'étranger, mais pas n'importe lesquels, l'acquisition d'actifs technologiques. Ils aiment bien racheter un laboratoire belge, par exemple, voilà, ou européen. Et la dernière stratégie que les économistes analysent s'appelle efficiency seeking. C'est la pire. J'ai vu qu'il y a un livre sur les délocalisations là, dans l'entrée. Bon, c'est une délocalisation pour abaisser ses coûts de production, le efficiency seeking. Alors ça, c'est une stratégie qui n'est pratiquée pour l'instant que par les multinationales indiennes. Et puis, ça commence à être pratiqué par les multinationales chinoises au Vietnam et en Corée du Nord. Donc d'anciens pays socialistes. Enfin, je ne sais pas comment il faut les appeler. Voilà. Alors, l'orientation géographique, elle est un peu difficile à préciser parce que les multinationales des BRICS font quelque chose qu'on appelle le round-tripping investment. C'est-à-dire l'investissement round-tripping. Par exemple, beaucoup de firmes russes investissent à Chypre, d'où les capitaux en question sont réinvestis à l'intérieur de la Russie. C'est ça qu'on appelle le round-tripping. C'est à des fins d'évasion fiscale ou pour limiter certains risques dus à la réglementation russe, etc. Alors, il est moindre dans le cas des firmes indiennes et brésiliennes, mais les Chinois et les Russes font ça énormément. Alors, sous réserve parce que ce round-tripping trouble un peu les statistiques sur la destination géographique, bon, voilà le tableau qu'on peut obtenir, vous le lirez tranquillement, je le résume de la façon suivante. Sous la réserve du round-tripping, la première localisation des investissements étrangers des BRICS, ce sont les paradis fiscaux. Il n'y a que l'Inde qui n'investit pas principalement dans les paradis fiscaux. Et les 3 autres, ils font que ça. Enfin, ils commencent par là. La deuxième zone d'investissement, ce sont les pays développés. Donc les firmes des BRICS investissent chez nous. Chez nous, si on dit nous, les pays développés. Ensuite, la troisième zone privilégiée, c'est des pays géographiquement proches. Donc les firmes brésiliennes en Amérique latine, les firmes russes dans l'ancien espace soviétique, etc. Les Chinois en Asie du Sud-Est. Et puis la quatrième zone d'investissement, ce sont les autres pays en développement. Mais la Chine investit en Amérique latine, investit en Afrique. La Russie, pas en Amérique latine, mais en Afrique, etc. La répartition sectorielle des investissements étrangers des BRICS est assez contrastée. Pour les investissements brésiliens et chinois, ils sont concentrés dans le secteur des services.
C'est exactement comme les multinationales du Nord, comme les multinationales occidentales. Les investissements indiens sont plutôt concentrés dans les industries manufacturières, sont très forts dans la pharmacie, l'automobile, etc. Et puis les investissements directs russes sont concentrés dans le secteur primaire, c'est-à-dire le gaz, le pétrole, les mines, et puis dans des industries lourdes comme la métallurgie, le ciment, la chimie, qui sont des industries où ils sont relativement forts. C'est un héritage du modèle soviétique de développement antérieur. Mais ça évolue un peu. Depuis les années 2000, il y a des multinationales russes plus modernes, enfin dans des industries plus modernes, comme Wimpelcom dans les télécoms ou dans l'aéronautique, etc. Alors là aussi, je passe sur ce tableau que vous pourrez regarder tranquillement, qui redit la même chose en anglais. Alors, les déterminants, nous les économistes, on fait un peu de maths, de mathématiques, pour dire de l'économétrie, ça s'appelle très exactement, pour savoir quels sont les déterminants de ces investissements directs à l'étranger. Et on distingue souvent ce qu'on appelle en anglais les push factors, c'est-à-dire des variables propres au pays d'origine qui fait que leurs firmes investissent à l'étranger, et d'autre part des pull factors qui seraient des facteurs du pays hôte, du pays d'accueil, qui attirent les investissements directs étrangers. Alors, depuis 2003, j'ai fait un peu d'économétrie là-dessus, et j'ai montré que c'est surtout des push factors qui déterminent l'investissement des BRICS à l'étranger, et des pays émergents en général, et ce sont des variables propres à ces pays. Leur niveau de développement économique, qui ne cesse d'augmenter, la taille de leur marché intérieur, quand on parle de la Chine, du Brésil, c'est les grands marchés, leur rythme de croissance, dans les années 2000, c'était les pays les plus rapidement croissants, et le niveau technologique du pays d'origine sont des variables qui marchent toujours. Mais à mesure que ces BRICS investissent de plus en plus à l'étranger, eh bien les pull factors, c'est-à-dire ils deviennent de plus en plus intéressés par les variables qu'ils trouvent dans les pays d'accueil. Alors c'est les mêmes, le niveau de développement économique, la taille du marché, le rythme de croissance et le niveau technologique du pays d'accueil devient de plus en plus important dans les années récentes. Les variables macroéconomiques habituelles, c'est-à-dire l'inflation, le chômage, etc. Les multinationales n'aiment pas les pays à inflation forte, ni les pays à chômage trop élevé, mais ils détestent encore plus les pays sans chômage du tout. Vous comprendrez pourquoi, on pourra y revenir. Une autre variable qui joue, c'est la distance géographique et la distance culturelle et linguistique. On teste ça avec ce qu'on appelle des modèles de gravité. Et puis même, ils s'intéressent de plus en plus aux variables institutionnelles des pays hôtes, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une bonne ou une mauvaise gouvernance dans le pays où ils investissent, qu'il y a ou non de la corruption, etc. Alors, il y a beaucoup de tests de ce genre pour le Brésil et l'Inde. Pour la Russie, il n'y en a qu'un, par Kalotai et Sulstarova. Et puis en Chine, il n'y en a pas beaucoup, mais fait par l'équipe d'un Anglais que j'aime bien, qui s'appelle Peter Buckley. Alors, dans une deuxième partie, j'aurais aimé vous parler d'un échantillon de pays émergents plus intéressant que les BRICS, que j'ai défini de la façon suivante. J'ai sélectionné tous les pays du monde qui ont investi plus d'1 milliard de dollars à l'étranger. Ça sélectionne 91 pays dans le monde. J'en ai retiré 30 pays développés qui ont un PIB par tête supérieur à 20 000 dollars. Il me reste 61 pays. J'ai enlevé les BRICS. Il me reste 56 pays. J'ai enlevé les pays en transition post-communiste. Ça en enlève 16. Il me reste 40 pays. J'ai enlevé les pays qui sont dépendants d'une rente minière, gazière, etc. Ça enlève encore 17 pays. Il m'en reste 23. Et j'ai enfin enlevé les paradis fiscaux. Ça en enlève 10 parmi ceux qui ont plus d'1 milliard de dollars investis à l'étranger. Il me reste 13 pays. Et ces 13 pays, les voici classés dans l'ordre d'importance de leur investissement direct à l'étranger en 2014. Malaisie. Alors, si je deviens célèbre, retenez la liste. Malaisie, Mexique, Chili, Thaïlande, Colombie, Turquie, Argentine, Philippines, Indonésie, Nigeria, Égypte, Iran, Pakistan. Je suis sûr qu'il y a des pays là-dedans dont vous ne doutiez pas qu'ils ont des grosses multinationales. Mais ils en ont. Okay. Alors, je
comme j'ai peu de temps, j'ai fait des tests statistiques qui montrent que ce sont des pays qui sont comme les BRICS, mais en général de plus petite taille. Et mon échantillon de 13 pays est statistiquement plus homogène que les BRICS. Il est beaucoup plus homogène statistiquement pour la population, pour le PIB par tête, pour le taux de croissance. Il n'y a que pour la taille géographique que mon échantillon est un peu moins homogène que celui des BRICS. Alors l'analyse des multinationales de ces 13 pays, elles sont apparues en premier lieu en 1970. On les appelle les multilatinas. Ce sont les multinationales des 4 pays latino-américains qu'il y a parmi mes 13. Toutes les autres sont apparues dans les années 80, sauf les iraniennes, qui ne se sont développées que dans les années 90. Voilà. Ils ont tous connu une croissance très significative et très forte à partir des années 90, ça se voit dans ce tableau, mais encore plus forte après. Alors cette croissance a souvent été perturbée par des crises. Je n'ai pas le temps d'en parler, on y reviendra peut-être dans la discussion. Mais surtout, ces multinationales connaissent une croissance accélérée dans la période 2000-2007, comme celle des BRICS, et avec une différence par rapport aux BRICS. Les BRICS, comme je vous l'ai dit, à part la Chine, ont des multinationales à croissance instable dans la crise. Eh bien, ce n'est pas le cas dans mon échantillon. Dans mon échantillon, ils ont toujours une croissance aussi forte en 2007-2014 comme en 2000-2007, à 3 exceptions près, l'Indonésie, le Pakistan et l'Argentine. Mais tous les autres ont une croissance de leur investissement étranger très très forte. Alors, je passe sur les ratios caractéristiques. Maintenant, peu à peu, tous ces pays ont des ratios d'investissement direct étranger par rapport au PIB ou par rapport à l'investissement entrant qui se rapprochent de ceux des BRICS. Mais il y a même un pays qui est mieux que les BRICS. Si vous voulez en étudier un particulièrement, c'est la Malaisie. La Malaisie, c'est mieux que la Chine. Enfin, mieux que la Chine du point de vue des belles multinationales de ce monde. Voilà. Alors, la répartition géographique est difficile à analyser parce qu'on manque un peu de données, mais avec les données que j'ai pu trouver, on observe que ces 13 pays émergents investissent surtout dans des pays voisins ou limitrophes, dans la même région. Ensuite, dans des paradis fiscaux, j'ai même pu déceler du round-tripping par les multinationales colombiennes. Et enfin, en troisième lieu, dans les pays développés. Leur structure sectorielle, elles investissent surtout dans les services et dans l'extraction des ressources naturelles, mais on trouve déjà quand même quelques beaux investissements à l'étranger dans l'industrie manufacturière de la part des multilatinas et des multinationales thaïlandaises. Alors voilà, ça c'est les tableaux qui disent plus de choses, mais la même chose. La stratégie dominante, c'est market seeking, suivi de asset seeking, mais pas dans tous les pays. On trouve de l'asset seeking par les firmes chiliennes, mexicaines, indonésiennes, thaïlandaises, pakistanaises et turques. Resource seeking par les chiliennes, malaisiennes, turques. Et un peu d'efficiency seeking, c'est-à-dire ces pays font de la délocalisation dans des pays à bas coût de main-d'œuvre, notamment les firmes argentines, malaisiennes et thaïlandaises. Elles font aussi pire que les américaines et les européennes. Elles font pareil. Alors, j'ai testé un modèle, je vais peut-être pas rentrer là-dedans, dans les équations mathématiques, oui, donc je vous donne directement les résultats, on pourra y revenir. D'après ce travail plus scientifique, diront certains, économétrique, on a les déterminants suivants des investissements directs étrangers de mes pays émergents. La taille économique du pays a un rôle significatif, mais pas celui auquel on pourrait s'attendre. Les firmes des pays émergents investissent d'autant plus à l'étranger que leur marché intérieur est petit. La Malaisie est petite. Elle investit énormément à l'étranger. Voilà. L'autre variable, alors voilà, tout ça c'est les maths. L'autre variable, elles investissent d'autant plus à l'étranger que le niveau de développement économique de leur pays d'origine est élevé. Autre résultat économétrique, elles investissent d'autant plus à l'étranger que le taux de croissance de leur pays d'origine est élevé. Leur investissement à l'étranger est inversement proportionnel
au nombre de brevets enregistrés dans le pays, ce qui veut dire qu'elles n'utilisent pas un avantage technologique pour investir à l'étranger, mais qu'elles vont à l'étranger pour accaparer des technologies dont ils ne disposent pas. Elles investissent beaucoup à l'étranger si elles ont dans leurs exportations une part élevée de produits à haute technologie. C'est un autre élément du test mathématique, là. Et la dernière chose, on observe qu'il y a une relation forte et significative, mathématique, entre les investissements directs sortants et les investissements directs entrants les années précédentes. Ça teste quelque chose que nous, en économiste, on appelle le modèle de Matthews, ou Linkage Leverage Learning. C'est-à-dire, l'idée est la suivante. Si un pays est beaucoup investi par des multinationales étrangères, eh bien, ces multinationales étrangères coopèrent avec les firmes domestiques et ceci rend les firmes domestiques capables à leur tour d'investir directement à l'étranger. Autrement dit, on n'en a pas fini avec cette histoire. Voilà, merci.